Merci beaucoup. Alors, on a un peu de temps pour les questions, sans doute trop peu de temps, parce que, étant donné tout ce qui a été dit, chacun doit avoir 2 ou 3 chapitres de questions. Qui pose la première? Oui, allez-y. Concernant l'innovation, est-ce que vous pensez que le mode de gouvernance, stakeholder, shareholder, est pour quelque chose dans l'innovation? Autre question, la concurrence, pardon. La concurrence par des prix, vous avez bien souligné, et dans le contexte de la zone euro, est-ce qu'on ne peut pas toucher à la politique monétaire, budgétaire, politique d'échange? Est-ce qu'on ne va pas finir par la déflation? Troisième question. C'est la dernière. Ah, merci. Je le dis ou pas? Oh, oui, allez. Parce que. Donc, pour le comportement de la firme, vous dites que la firme a bien intégré ce que vous dites. Il faut avoir accès à la compétence des autres, tout ça. Donc, on trouve qu'il y a un processus de la concentration. Est-ce qu'il va à l'encontre de la concurrence? Où est-ce qu'on va exactement? Merci. Bon, je vais peut-être répondre à la dernière du coup d'abord. Donc je ne pense pas qu'on puisse mesurer la concurrence, le degré de concurrence par la structure du marché. C'est une vieille idée, hein. Il y a une concurrence potentielle d'abord. Et donc vous pouvez avoir un monopole, mais si vous n'innovez pas et qu'il y a des capacités d'entrée, vous êtes obligé d'avoir un comportement concurrentiel, même si vous restez tout seul. Donc il n'y a pas d'adéquation entre la structure du marché à un moment donné et le degré de concurrence sur le marché. Ce qui d'ailleurs fait douter de l'usage de certains indices pour mesurer la dite concurrence. Et donc, en fait, moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a des structures de marché en quelque sorte naturelles qui répondent au fond à l'articulation entre gain de productivité et taille de la demande. Et donc ça peut être 2 entreprises, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10. Et tout ça avec des taux de marge normaux et donc pas du tout d'abus particuliers. Mais ça dépend précisément des conditions de gouvernance et des conditions de fonctionnement de l'ensemble de l'industrie. Alors du coup, je reviens à votre première question, qui est une question en fait extrêmement difficile parce que, au fond, ce que vous me demandez, c'est est-ce qu'une gouvernance basée sur la valeur des actions, elle est porteuse ou pas pour l'innovation? En tout cas, il y a des exemples qui montrent que oui. Mais oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que les marchés financiers, ils ont pu jouer ce rôle-là, c'est-à-dire en fait alimenter en liquidité, en disponibilité des entreprises dont les résultats d'exploitation étaient momentanément négatifs et on était en train de parier sur un futur qui a pu se réaliser. Mais il se trouve que ces mêmes marchés financiers, ils ont pu jouer complètement dans l'autre sens, notamment dans les entreprises qui ne sont pas aux frontières technologiques, etc., et on a dit, ben, vous restructurez, c'est-à-dire, j'ai 2 usines, il y en a une qui est plus rentable que l'autre, s'ils en ont fermé une des 2, le taux de rentabilité augmente, et c'est ce que je demande. Et donc, ça joue dans les 2 sens. C'est-à-dire que la monnaie et la finance, il y a 2 faces, et on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Et c'est précisément parce qu'on ne peut pas avoir l'une sans l'autre qu'il faut des formes de réglementation qui sont importantes et qui reviennent à la séparation dont je faisais état tout à l'heure. J'en profite pour dire un mot sur la question du capital risque. Moi, pendant longtemps, sans jamais connaître ça, je me disais le capital risque, c'est une espèce de mini-marché financier, parce que on me dit on va financer 10 entreprises, il y en a 9 qui vont faire faillite et on va se payer sur la 10e. Bon, c'est assez vrai, sauf que quand vous regardez les capital risqueurs aux États-Unis, souvent, la plupart du temps, ce sont des entreprises high-tech qui ont réussi. C'est des gens qui ont ramassé beaucoup d'argent et qui vont utiliser une partie de cet argent pour faire du capital risque. Et non seulement ils apportent de l'argent, mais ils font de la sélection. Et ils apportent de la compétence technique, parce qu'ils sont dans le domaine. Et donc, ce n'est pas exactement un mécanisme de marché financier comme moi je pouvais l'imaginer, certainement à tort. Il y a des formes de coopération, en fait, qui existent. La deuxième question, j'ai un peu de mal à répondre. C'est sûr que si on se lance dans une concurrence
effréné en disant les pays c'est comme des firmes et ça doit être compétitif. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire c'est le moins-disant fiscal, le moins-disant social, le moins-disant salarial, et que ça ne peut produire effectivement que la baisse des prix et des salaires, avec toutes les conséquences que nous savons. Heureusement, en 2008-2009, on a eu des gouvernements qui ont réagi dans le bon sens, qui ont pensé que la déflation, c'était dangereux. Le problème, c'est que nous sommes revenus à ça. Aujourd'hui, on nous parle de désendettement. On n'en a pas reparlé, mais j'ai entendu un ministre des Finances parler de désendettement compétitif. Oui, mais enfin, bon, les ministres des Finances, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont fait de l'économie et qui mesurent tous les termes qu'ils emploient, quoi. Ok, deuxième question. Enfin, deuxième questionneur. Vas-y, Xavier, oui. Moi, j'ai une remarque et une question à poser. On pourrait dire que l'enfer de l'innovation est pavé de bonnes intentions, parce que on a tous un discours comme ça sur le développement de l'innovation. Et il y a un papier récemment, comme de Nordos, qui évaluait en fait l'impact de l'innovation, et notamment qui a démontré qu'à peu près que 7% des entreprises innovantes profitaient de leur innovation en produit. Donc. Et ça veut dire qu'en fait, que 93% en fait, des innovations étaient copiées par des suiveurs. Donc, c'est une question évidemment, c'est quelque chose qui a été mesuré sur les États-Unis, donc un pays où il y a beaucoup d'innovation. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de dire qu'il faut réduire les dépenses liées à l'innovation, mais c'est lié au fait qu'il y a une espèce d'écosystème qui fait que finalement il y a des suiveurs qui vont copier. Donc la question que je voulais poser, c'est comment est-ce que, pour une puissance moyenne comme nous, comment développer l'innovation, ne pas se la faire piller, comme ça nous est souvent arrivé dans notre système. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait avoir aussi beaucoup de copieurs en France, parce que des entreprises qui sont en fait faussement innovantes, c'est-à-dire qui ont copié des innovations d'autres entreprises. Donc comment on peut arriver à avoir un système d'innovation efficace à ce niveau-là? Je pensais, on a des exemples multiples, que ce soit Netscape ou d'autres cas, où finalement une entreprise innovante se fait racheter et piquer par les dominants. Oui. Alors, d'abord sur le chiffre que vous avez avancé. Moi, je crois qu'il faut surtout, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais si je me réfère aux travaux de Baumol, et qui distingue bien entre des innovations radicales et des innovations incrémentales, ça correspond à peu près à ça. C'est-à-dire les innovations radicales, c'est assez limité. Les innovations incrémentales sont... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils copient. Ça veut dire qu'une fois que quelqu'un a inventé un avion, ensuite, on fait toute une série d'innovations incrémentales. Mais il se trouve que, comme d'ailleurs souligné par Baumol, le coût des innovations incrémentales est beaucoup plus élevé que le coût des innovations de rupture, des innovations radicales. Et qui pose donc les problèmes que j'ai évoqués de manière encore beaucoup plus forte, même si pour le coup la taille des marchés est peut-être un peu plus... Enfin oui, la configuration des marchés est un peu plus connue. Sur la deuxième question sur la situation française, ça me fait rebondir sur un problème qui est manifeste, c'est que les petites entreprises en France ne grandissent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de naissance de start-up en réalité, hein, comparé aux États-Unis. En rapport avec notre taille, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que les entreprises qui réussissent en France ne voient pas leur taille augmenter. Je crois qu'après, il y a eu des mesures, après 7-8 ans, avec une base 100 initiale, c'est 117 en France et 250 aux États-Unis. Et ça veut dire aussi, qui a été souligné notamment, je crois que par Artus Natexis, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont rachetées. Et on les rachète pour les tuer. C'est-à-dire que c'est une manière de tuer la concurrence. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que le petit entrepreneur ne grossit pas? Alors je pense qu'il y a des questions culturelles. Il y a celui qui réussit, qui dit, bon, moi, j'ai gagné de l'argent, je m'en vais, je vends et je vais jouer au golf. Mais j'ai un exemple intéressant d'une entreprise française qui, pour le coup, est devenue grosse. Et l'expérience du chef d'entreprise, c'est de dire, quand j'ai voulu changer de taille, ce qui voulait dire changer de compétences managériales, etc., je me suis adressé à mon banquier. Et qu'est-ce que m'a dit mon banquier? Vendez. Et donc, lui, il a décidé de ne pas vendre, mais il a expliqué que sa capacité de croître était subordonnée à sa capacité de conserver le contrôle du capital.
Et donc ça fait partie des caractéristiques d'entreprises allemandes. Autre exemple que j'ai, ce n'est qu'un exemple, mais une entreprise qui a beaucoup fonctionné par fusion-acquisition, qui est passée de quelques dizaines de salariés à plusieurs milliers, dans un domaine de high-tech, avec un siège social en France. À un moment donné, ils se sont dit, on va s'attaquer à l'Allemagne. Donc on a ciblé une entreprise allemande du même domaine, avec un chef d'entreprise de 65 ans, etc. Et puis quand ils sont arrivés, ils se sont aperçus que le capital était verrouillé, il n'était pas présent en bourse, et quant au successeur, il était désigné depuis longtemps, et c'était un ingénieur de la boîte. Et c'est ça qui fait la force de l'industrie allemande, c'est-à-dire que la PME, c'est-à-dire entre 500 et 5000 salariés, la vraie PME, elle a eu cette capacité de croître parce qu'elle est dans un système où il y a des engagements longs, à la fois financiers et autres, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, qui font qu'elle est protégée. Et ça nous manque beaucoup. Vous avez des gens comme Louis Gallois qui vous expliquent qu'il y a eu partie prenante sur une chose, qu'il y a un vrai problème en France entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants aussi. Il fait partie de la difficulté à croître et à investir, à innover. Question suivante. On s'en prend encore deux, par exemple. Oui. Oui, Madame Merkel a annoncé que elle allait instituer un salaire minimum en Allemagne de 9,50 €. Est-ce que ça ne va pas nous faciliter un petit peu les choses dans l'économie? Alors, vous me posez une question. Il se trouve qu'à midi, je parlais avec Jean-Paul en disant peut-être que cet accord qui a été passé entre les sociodémocrates et Mme Merkel, la démocratie chrétienne, va être un facteur de relance de la demande interne en Allemagne. Bon, il semble qu'il y ait des gens qui aient déjà réfléchi plus vite que moi à ça et dont la conclusion est inverse. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en réalité, j'ai lu ça rapidement, juste avant de venir, que ça va surtout permettre de développer les mini-jobs. Parce qu'il va y avoir une réaction à ça. Et donc l'idée, c'est que ça ne va pas mettre un terme au dualisme, que ça va peut-être améliorer un petit peu la situation des gens qui sont en situation les plus précaires en Allemagne, mais les effets sur la relance de la demande sont, semble-t-il, assez faibles. Et que le mécanisme complet tel qu'il a été imaginé semble conduire à cette conclusion. Mais j'en sais pas plus, il faut regarder de plus près. Moi aussi, je pensais que c'est probablement une bonne idée, mais bon, il faut voir le détail. Alors, une petite dernière. Oui. Par rapport au pratique, comparaison des coûts salariales unitaires France-Allemagne, on prend ce graphique dans toute la presse économique. C'est un graphique qui montre l'évolution avec une base 198, alors que si on montrait l'évolution en valeur absolue, on s'apercevrait qu'en Allemagne, notamment dans l'industrie automobile, on est encore 20-30% plus cher qu'en France au niveau du coût unitaire salarial. Donc c'est pas du tout objectif. Si, je pense que vous ne pouvez... D'abord, je vais faire deux remarques. La première chose, c'est que l'évolution nous est défavorable. Ça veut dire que notre degré de compétitivité coût s'est affaibli. La deuxième chose, c'est que pour produire une automobile, il ne faut pas que du travail des ouvriers de l'automobile. Il faut du travail dans les services. Et là, ça a baissé. Même là. Alors, je trouve que l'automobile, c'est un peu... Vous savez que quand même, la puissance allemande en automobile, c'est quand même l'automobile de gamme supérieure. Et donc là, c'est pas une question de concurrence en prix. Mais même là, il y a une partie du coût qui est un coût qui vient des services, qui a bénéficié, entre guillemets, des réformes Hartz. Et puis, si vous regardez au-delà de l'automobile, dont je parlais tout à l'heure, l'agroalimentaire, eh bien, posez-vous la question, pourquoi l'agroalimentaire allemand est en train de prendre des parts de marché à la France? Pour des raisons de coûts salariaux, bien sûr. Et alors là, le coût, c'est pas 35 € de l'heure. C'est, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est autour de 20 dans l'industrie agroalimentaire. Et alors là, c'est quand même dans ces secteurs. La question de l'automobile en France, moi j'ai des idées un peu différentes de ce qui se dit habituellement. Je pense qu'il y a eu
Il n'y a pas seulement eu des erreurs stratégiques. Quand vous avez une entreprise comme Peugeot qui s'est quand même calée sur l'évolution de la classe moyenne, et quand vous regardez sur 50 ans comment sa gamme a évolué en fonction de l'augmentation du revenu de la classe moyenne, et puis à un moment donné, cette classe moyenne, elle s'est partagée en deux. Il y a une classe moyenne supérieure, une classe moyenne inférieure. La classe moyenne inférieure achète des Logan, la supérieure, elle va acheter des Audi. Ça, c'est un vrai problème que Peugeot n'a pas vu, n'a pas su voir, mais qui en même temps est un fait extérieur, hein, qui est l'évolution d'une certaine structure de revenus en France. Bien. Alors, je vais peut-être, si vous me permettez, rajouter juste une petite remarque. Alors, tu as évoqué la diversité des capitalismes. Une des notions importantes de la diversité des capitalismes, c'est l'idée de complémentarité institutionnelle. Par exemple, il doit y avoir une complémentarité entre le fonctionnement du marché du travail et la finance, entre le type d'innovation et la finance, entre la politique industrielle et les autres politiques, ça tu en as parlé, mais aussi la politique industrielle qu'on peut mener dans un pays comme la France n'est pas nécessairement la même politique industrielle que celle qu'on peut mener dans un pays, disons, à l'anglo-saxonne. De ce point de vue, je crois vraiment que une des grosses faiblesses de la France, c'est que on a branché un système financier qui est un système financier de marché, qui favorise la shareholder value, pour reprendre les termes qui étaient employés tout à l'heure, bref, un modèle d'actionnaire, sur un modèle économique et social qui est protecteur, et qui est même par certains côtés extrêmement protecteur. Protection sociale, mais aussi protection du marché du travail. Et ça, pour moi, c'est peut-être la contradiction essentielle du système français. Est-ce que, en 2 mots, tu peux commenter? Oui, je peux commenter. Je pense que je suis tout à fait en accord avec toi sur ce diagnostic. Je crois que disons que ce que je pense, c'est qu'il y a des variétés institutionnelles. Ces variétés institutionnelles correspondent à des cohérences institutionnelles différentes. Et on a un système parfaitement cohérent, qui a gardé en tout cas toute sa cohérence, qui est le système allemand, entre effectivement le système bancaire, le fonctionnement du marché du travail et l'organisation industrielle elle-même. Et puis on a un autre système cohérent, on sait très bien, c'est le système anglo-saxon, même si à mon avis, la déréglementation, la libéralisation qui s'est produite en introduisant une probabilité d'un risque global, d'un risque systémique plus grand, met en difficulté la cohérence de ce système. Et puis on a effectivement un système français qui, lui, s'est désorganisé parce que on a peut-être un système financier qui se rapproche fortement du système anglo-saxon et qu'on maintient un système de protection sociale et un système d'organisation du travail qui est proche du système allemand. Et donc, effectivement, c'est incohérent et ça nous pose problème. Ce que je voudrais ajouter, c'est que derrière la variété des capitalismes, derrière les différences institutionnelles, les objectifs sont les mêmes. Et moi, je pense que parmi les objectifs, il y a une certaine inertie des évolutions. Alors, je dis ça depuis longtemps parce que je me réfère à un travail qui avait été fait sur le fonctionnement du marché du travail comparé entre l'Angleterre et les États-Unis au début du XXe siècle. Et l'économiste qui a traité de cette question, je crois bien d'ailleurs dans son travail originel, expliquait que un marché du travail qui fonctionne bien, c'est un marché sur lequel il n'y a pas de variation très forte des salaires. Et il disait aux États-Unis, ça se passe de la manière suivante, il y a des immigrants qui arrivent, quand ils sont trop nombreux, ça fait baisser le salaire dans la ceinture ouvrière, et à ce moment-là, les gens s'en vont et ils vont dans l'Ouest faire de l'agriculture, et les salaires ne bougent plus.
les salaires sont rétablis. Et au fond, c'est ce que vous observez encore aux États-Unis. Hein. Quand ça va mal au Nevada, les gens s'en vont, donc les salaires finissent par ne pas baisser. Et comme ils arrivent en Californie où ça marche mieux, ben, les salaires n'augmentent pas à hauteur des équilibres. Et le même économiste disait que ben, cette fonction, elle était remplie en Grande-Bretagne par les trade unions. Donc par un système institutionnel qui était différent. Mais l'objectif, c'était que pour que les marchés fonctionnent, il ne faut pas qu'il y ait des volatilités trop fortes, en l'occurrence du salaire et de manière générale des prix. Alors cet économiste, c'est un économiste très connu, hein, puisque c'est mon économiste favori, c'est-à-dire Sir John Hicks. Alors, c'était en principe la dernière question, sauf que Gilbert demande la parole comme si le directeur, je ne peux rien faire. Non, très rapidement, parce que là, ce soir, on a parlé de beaucoup de choses, hein, coût du travail, prix, etc. À aucun moment, l'euro n'est intervenu. C'est volontaire ou l'euro ne joue pas là? Tout ça, ouais. Bah, c'est-à-dire, on attend le retour du franc, donc c'est un peu ça le problème, mais bon... on attend le retour du franc, non, c'est pas ça, non? Non, moi, je ne crois pas que la question de la valeur trop élevée de l'euro soit vraiment déterminante. Voilà. Oui, enfin... Attends, si je te suis... À long terme. Oui, ok. Non, mais sauf qu'à court terme... Non, mais d'accord, mais tu mets la... Bon, tu commences, c'est pas possible. On ne peut pas te laisser... Bon. Donc... Il fallait bien... Non, mais tu dis attention, ok, sur le long terme, ça peut être de la compétitivité non prix, mais à court terme, il y a des... Eh ben, à court terme... En flagrant délit de contradiction, c'est clair. Merci à tous. Merci à tous. Alors, je prends...